maintenant par 3 confrères. Si je vous dis aujourd'hui planifier pour s'enrichir, si je vous parle des finances intelligentes entre vous et moi, penser à demain, agir aujourd'hui, à qui ça vous fait penser? Ça fait penser aux 3 conseillers en sécurité financière, planificateurs financiers qui sont là aujourd'hui, qui sont les organisateurs de l'événement, à savoir Julie Guay, des services financiers Julie Guay, Cindy Lachapelle, de Finance Intelligente, et de Francis Frappier de chez Finexia. Vous avez la chance d'être associé avec des leaders dans l'industrie et leur initiative d'organiser cet événement aujourd'hui font en sorte que c'est démontre encore une preuve de rigueur, de vigueur et d'intérêt, de générosité pour vous aider à atteindre vos propres objectifs financiers. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Francis. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, bonjour à ceux qui nous regardent, bien entendu. J'aimerais vous introduire à notre fiscaliste. C'est une partenaire chez nous avec Essentiel et avec les conseillers planificateurs financiers. Donc, je vous présente Marie-Christine Tétrault. Marie-Christine se spécialise principalement en réorganisation et en planification fiscale, donc en réorganisation d'entreprise, de relève familial, d'intégration d'employés, incorporation de pratiques professionnelles et bien d'autres cordes aussi à son arc, dont les connaissances au niveau des produits financiers. Donc, ce qui est beaucoup rare ou beaucoup plus rare pour un ou une fiscaliste de se spécialiser dans cette branche-là de ces produits un petit peu plus complexes. Elle est également membre des comptables professionnels agréés depuis 2005. Elle est impliquée auprès des entrepreneurs depuis 2003 et détentrice de la maîtrise en fiscalité. De plus, Marie-Christine agit régulièrement à titre de conférencière dans nos conférences à nous, bien entendu, mais également auprès de sa clientèle, de l'Association de planification financière et fiscale, du barreau de cabinet comptable, de planificateurs financiers et de MBA. Donc, sans plus tarder, Marie-Christine, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bon. C'est bien, vous voyez bien? Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, c'est parfait, Marie-Christine, tu peux y aller. Parfait. Donc, merci à vous de l'invitation. Donc, Marie-Christine Tétrault de FiscExpert. FiscExpert, un cabinet qui travaille en fait avec la PME depuis 17 ans. 3 associés pour vous servir. Alors, voilà. Bien sûr, si je vous demande quelle était votre planification d'entreprise pour l'année 2020, personne n'aurait pu prédire ça. Je suis sûre que vous aviez des beaux projets. Ces projets-là ne sont que remis à plus tard. C'est sûr que dans l'intervalle, on doit changer notre approche. Donc, si vous étiez en mode croissance et autres, et que vous n'êtes pas dans un secteur qui est malheureusement en croissance, on doit revoir notre approche et préserver, dans le fond, nos cash flows. Donc, on doit optimiser la fiscalité maintenant pour passer à travers cette période-là et en sortir pas trop amoché, puis peut-être même plus fort. Alors, voilà. Bon, tout simplement pour vous dire que chaque cas est un cas spécifique. Donc, on doit faire l'analyse de vos cas spécifiques. Présentement, on vous fournit des informations à titre général. Donc, de ne pas vous appuyer seulement là-dessus pour prendre une décision d'affaires. Consultez vos spécialistes. On a eu des questions très intéressantes de clients, donc peut-être que certaines personnes ici présentes vont reconnaître leurs questions. Donc, on a eu plusieurs questions, on en a sélectionné quelques-unes qui s'appliquaient en grande partie, on pense, aux personnes présentes aujourd'hui. Donc, la première question était la suivante. Je suis actionnaire d'une entreprise, je suis bénéficiaire de la PCU, on continue de générer un petit peu de revenus avec notre Inc. Est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut modifier notre structure de paiement pour se verser jusqu'à 1 000 $ de revenus et garder le reste dans l'entreprise? C'est une excellente question puisque les règles sur la PCU ont été modifiées et ils nous permettent maintenant de gagner jusqu'à 1 000 $ de revenus. La question ici est spécifique parce que c'est la même personne qui détient l'entreprise qui recevrait, dans le fond, le revenu de 1 000 $. Et effectivement, la réponse à cette question est oui. Dans la mesure, bien sûr, il y a un mais, donc oui, dans la mesure où vous avez réellement réduit vos heures de travail. Si vous êtes dans un service essentiel, si vous n'avez pas réduit vos heures de travail, comme par exemple nous, vous ne pouvez pas demander la PCU.
et, dans le fond, bénéficier de la PCU et vous verser 1 000 $. Un des critères d'admissibilité, dans le fond, de la PCU, c'était d'avoir réduit ses heures de travail en raison de la COVID. Ici, on avait plus de précision. La personne nous disait qu'elle avait subi une diminution du chiffre d'affaires entre 75 et 85 %. Je ne serais pas mal à l'aise que cette personne-là puisse bénéficier de la PCU de 2 000 $ et 10 000 $. Je lui recommanderais probablement aussi de penser aux prêts subventions de 40 000 $ s'il y avait eu des salaires de verser en 2019. Je lui recommanderais probablement aussi de regarder la subvention pour les loyers pour se donner un petit peu d'air au niveau cash flow. Alors, c'est probablement ce que je lui recommanderais. Voilà. Question 2. Question 2. Une personne n'avait pas versé de salaire l'année passée ou était travailleur autonome et me demande confirmation qu'elle ne peut bénéficier du 40 000 $. Malheureusement, effectivement, les travailleurs autonomes, même s'ils faisaient 100 000 $ l'année passée, mais n'avaient pas d'employés ou avaient des employés pour moins de 20 000 $, ou si ce même actionnaire n'avait pas d'employés et se versait lui-même des dividendes l'année passée, il n'y a pas de possibilité d'aller chercher le 40 000 $ jusqu'à maintenant. Donc, ce sont les grands oubliés de cette mesure. Peut-être vous dire qu'ils n'ont quand même pas voulu laisser tomber les entreprises. Il y a des soutiens pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas eu accès aux mesures de soutien actuelles qui sont offertes pour la COVID. Et ce soutien-là se fait par l'intermédiaire des agences de développement régional comme la MRC. Ils offrent des prêts sur 3 ans avec un sursis de paiement de 3 mois à 3 %, ce qui peut être intéressant si jamais vous avez vraiment besoin de ça pour passer à travers la crise. Juste savoir qu'il y a des prêts qui ne sont pas à 12 %, là, donc quand même, il y a des stratégies autres qu'on peut bénéficier pour aller chercher un prêt. Toutefois, il ne sera pas sans intérêt pendant 12 mois et il sera remboursable à 100 %. Il n'y aura pas de partie subventionnée. La question 3. C'est une entreprise qui continue de bien aller, que la personne continue à travailler, n'a demandé aucune prestation de quelque mesure que ce soit pour le COVID. Et elle se demande, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que je devrais savoir plus d'informations? Il me manquait certains faits, à savoir, elle continue à travailler, mais est-ce qu'elle a subi une diminution de revenus ou a réduit ses heures de travail? Est-ce qu'elle avait versé des salaires en 2019 pour pouvoir peut-être demander une subvention salariale sur ses prochains salaires? Il me manquait quand même un petit peu d'informations, mais dans la mesure où le chiffre d'affaires n'a pas diminué, qu'elle n'a pas réduit ses heures de travail, qu'elle a continué et qu'elle n'avait pas d'employés, en fait, effectivement, cette entreprise-là ne pourra pas bénéficier là, de mesures autres. Peut-être les formations. Donc, probablement que je lui suggérerais de voir au niveau du programme qui s'appelle le PACME, donc au niveau des formations qui sont subventionnées. Si tout va bien, qu'elle continue à travailler, si elle ne veut pas en profiter pour se former, en fond, de façon subventionnée. Question 4. Cette question est très intéressante. Je détiens mon immeuble personnellement ou dans un holding et je la loue à ma société opérante. Est-ce que je peux bénéficier du programme pour les loyers commerciaux? Je vais commencer par cette question-là. On ira à la prochaine ensuite. Le rappel des conditions. On doit être un propriétaire d'immeuble commercial. Donc, ce n'est pas pour les immeubles à revenus résidentiels. Hypothéqué. Donc, par contre, le fédéral travaille à trouver un autre mécanisme pour les immeubles qui ne sont plus hypothéqués, en fait. Donc, on n'a pas de précision jusqu'à maintenant. Là, en date d'hier, il n'y avait rien de nouveau de sortie. Au moins un des locataires doit être une PME. Et on doit payer, dans le fond, maximum 50 000 $ de loyer par locataire. Et le locataire doit avoir diminué ses revenus d'au moins 70 %. Les clauses vont être les mêmes que celles pour la subvention salariale, c'est-à-dire basées sur les mois civils de l'année dernière ou
sur la moyenne des revenus de janvier et février. Je pense que les clauses, peut-être juste vous avertir là, que il y a beaucoup d'informations sur les chiffres, sur la façon de calculer. Ici, ce qu'on essaie de vous donner, c'est un petit peu, en pratique, qu'est-ce qui va arriver dans votre entreprise. Donc, si, par ailleurs, mon locataire, même si je suis locataire dans une de mes sociétés opérantes et que mon holding détient mon immeuble, jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de précision, mais vous rencontrez les critères d'admissibilité. Donc, si l'immeuble est hypothéqué et qu'un des locataires est une PME, il ne semble pas y avoir de lien de dépendance inclus dans cette analyse-là, pour l'instant. Donc, on va suivre les développements là-dessus. Toutefois, et c'était ce qui était ressorti dans la première conférence de presse, il disait, bien, ça ne devrait pas s'appliquer aux immeubles de propriétaires occupants, détenus par un propriétaire occupant, mais effectivement, quand on lit les conditions, on doit avoir au moins un locataire. Donc, on ne peut pas se louer à nous-mêmes dans la même société. Et une des conditions doit être d'avoir du revenu de location. Donc, effectivement, quand on détient l'immeuble à même l'opérant, ce n'est pas un bon point. Côté planification ici, je vous dirais que de détenir l'immeuble à même la société opérante pourrait être discuté et discutable. Alors, peut-être côté planification, on pourrait en parler un peu plus. Voilà. Question intéressante également. L'entreprise est en croissance l'année dernière et je ne sais pas si j'ai droit au programme de subvention salariale à cause du point de comparaison. Pour établir s'il y a eu une baisse de revenus, donc un des points pour avoir droit à la subvention salariale, c'est d'avoir une baisse de revenus. Cette baisse de revenus-là doit se calculer ou peut se calculer selon deux approches. Celle sur les mois civils de l'année dernière, donc on compare le mois de mars 2019 avec le mois de mars 2020. On fait la même chose en avril 2019 avec avril 2020 et mai 2019 avec mai 2020, où on regarde la nouvelle approche, où est-ce qu'on va faire la moyenne des revenus de janvier et février et on va les comparer avec les mois de mars, avril et mai respectivement. Donc, pour une entreprise qui est en croissance, la première chose que j'aurais à dire, c'est probablement que ce serait une bonne chose de regarder les deux approches. Ce que je vous demanderais, si la subvention n'est pas encore faite, ce que je vous suggérerais, c'est de ne pas demander tout de suite, d'attendre vos chiffres du mois d'avril. On est présentement le 8 aujourd'hui, donc probablement que vos chiffres du mois d'avril vont sortir bientôt. Je ferai le calcul pour les mois de mars et avril, donc je regarderai selon les deux approches, et même selon l'approche de la comptabilité de caisse et de la comptabilité d'exercice. Et une fois que vous allez être qualifié pour mars et avril, vous allez vous qualifier pour mai. C'est intéressant. Si on est trop pressé, ça pourrait effectivement, surtout dans une entreprise en croissance, qu'on n'ait pas droit à la subvention salariale pour certains mois. Je vous recommanderais effectivement d'attendre. Est-ce que je peux garder mes employés au travail, mais les mettre à temps partiel et quand même avoir droit aux subventions salariales? Il y a eu beaucoup de discussions de 5 à 7 là-dessus. La réponse n'est jamais très noire ou blanche, donc ça dépend. La réponse est oui, sous certaines conditions. Donc, on doit avoir, pour avoir droit aux subventions, notre employé doit avoir été rémunéré pour au moins 14 jours consécutifs dans la période. Les périodes dont il est question, ce sont les mêmes périodes que pour le calcul de la PCU ou que de la subvention, c'est-à-dire du 15 mars au 11 avril, ça c'est ma période 1. Du 12 avril au 9 mai, c'est ma période 2. Et du 10 mai au 6 juin, c'est ma période 3. Donc, dans chacune des périodes, mon employé, pour que je puisse le qualifier pour avoir la subvention, doit avoir travaillé ou être rémunéré pour au moins 14 jours consécutifs. Ce qui veut dire, si mes employés sont au travail à temps partiel pendant tout le mois, je n'ai pas de problème. Si je réembauche ou j'embauche un employé, par exemple, lundi passé. Donc, lundi passé, on était le 4. Le 4 mai, j'engage un employé et lors de ma demande de subvention salariale, je l'inclus. Il ne pourra pas être inclus.
puisque entre le 4 mai et la fin de la période, qui est le 9, donc demain, il ne se sera pas écoulé 14 jours consécutifs de travail rémunéré. L'analyse pour chaque employé doit se faire période par période. C'est-à-dire que je viens de l'embaucher, ça fait une semaine. Cette semaine-là ne sera pas subventionnée. Par contre, si je le garde pour le mois prochain, pour la prochaine période de subvention, il sera subventionné. Donc, peut-être faire attention, là, parce qu'on présume que dès qu'on embauche les gens, ils sont automatiquement admissibles à la subvention. Malheureusement, la réponse, c'est non. Donc, voilà. On doit s'assurer d'atteindre le 14 jours. Voilà. Également, peut-être un petit point à apporter, ces employés-là qui sont au travail, qui sont à temps partiel, s'ils étaient, par exemple, à temps plein et qu'on a réduit leurs heures en raison de la COVID, et que par ailleurs, ils gagnaient un revenu, je ne sais pas, qu'ils gagnaient 1 000 $ par mois, 2 000 $ par mois, puis maintenant, on a réduit leurs heures de plus de 50 % et qui sont à moins de 1 000 $ bruts dans la période, ils vont également pouvoir se qualifier à la PCU puisqu'ils vont rencontrer les conditions d'avoir réduit leurs heures de travail en raison de la COVID. Donc, l'employé pourrait, et oui, être admissible à la subvention salariale et obtenir sa PCU. Au début, dans la première mouture, ce n'était pas possible parce que la façon dont c'était rédigé, premièrement, on n'avait pas le droit à notre 1 000 $ et deuxièmement, la façon dont c'était rédigé, les deux périodes ne pouvaient pas être cumulatives. Maintenant, c'est possible. Ça peut peut-être aider certaines personnes ou certains employés à passer également à travers la crise. Question intéressante également, on a proposé, depuis que le 75 %, la subvention à 75 % est instaurée, on est fortement encouragé à réembaucher nos employés de façon rétroactive. La première des choses, c'est que j'ai eu des lettres d'employés ici au bureau que j'ai dû analyser et qui faisaient mention d'une obligation de l'employeur de les réembaucher. La réponse, c'est non. C'est suggéré, mais non obligatoire. Pourquoi est-ce que quelqu'un réembaucherait ses employés? Première des choses, c'est que parfois, dans certains domaines, c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre. Donc, si on est capable de les réembaucher et que leur salaire est plus de 2 000 $, donc plus élevé que la PCU, ils pourraient apprécier, dans le fond, l'effort que vous faites. La deuxième chose, c'est que parfois, on les réembauche et si vraiment on n'avait pas de travail ou qu'on a réduit fortement leurs heures de travail, qu'on a diminué leur salaire de 25 % dans le fond, et qu'on les paye maintenant 75 % de leur salaire avant COVID, la subvention va être de 100 % du salaire. Ça peut être intéressant. Ça fait beaucoup de chiffres, là. Dans le fond, par exemple, si cette personne gagnait 1 000 $ avant COVID, et là, on n'a pas de travail, on lui dit, écoutez, on va vous payer 75 % de votre salaire avant COVID, donc 750 $, vous allez avoir une subvention de 750 $. Donc, cet employé-là ne vous aura rien coûté. De plus, si cet employé-là est à la maison, ne travaille pas, même pas une seule heure, les déductions à la source sur son salaire de 750 $ vont être payées. Donc, ça peut être intéressant et ne pas coûter très cher en cash flow pour l'employeur. Si on est capable de les payer parce que le salaire, le travail continue, tout ça, de les payer 100 %, c'est sûr que c'est recommandé aussi de les payer à leur plein salaire. Voilà. Si jamais je le réembauche de façon rétroactive, qu'arrive-t-il avec la PCU que cette personne avait demandé? Si cette personne, dans le fond, a fait moins de 1 000 $ pendant sa période d'admissibilité, elle pourra garder sa PCU. Si par contre, ça excède le 1 000 $, elle devra la rembourser. Il y a des formulaires là, pour les envoyer. Au niveau du paiement, si aujourd'hui, le 8 mai, je décide de rembaucher de façon rétroactive tous mes employés de façon rétroactive, dans le fond, au 15 mars. Habituellement, les payes de mars les DS auraient dû être remises 15 jours après la fin du mois, si on est en remise
mensuelle ou à la fin, ou 15 jours après le trimestre, si on est en remise trimestrielle. Les DAS, en fait, sont liés au moment du versement. Alors, vous ne serez pas en retard. Si vous le faites, par exemple, ici, le 8 mai, vous devrez remettre les DAS en période mensuelle le 15 juin. Si vous êtes en période trimestrielle, donc pour le trimestre, le deuxième trimestre qui se termine le 30 juin, ça va être le 15 juillet. Donc, il n'y aura pas de pénalité, vous ne serez pas en retard. Les salaires rétroactifs doivent être payés et versés à vos employés avant de pouvoir faire la demande de subvention. Donc, c'est une des questions qu'ils vont vous poser quand vous allez faire la demande de subvention salariale. Tout simplement, vous assurer là, que c'est fait. Bien sûr, vous pouvez aller chercher le prêt de 40 000 pour vous aider en attendant d'avoir l'argent de la subvention. Pour la subvention salariale d'urgence, donc la subvention à 75 %, est-ce qu'elle est disponible seulement entre le 15 mars et le 6 juin? Si je réengage tous mes employés, par exemple, début juin, est-ce que cette subvention est encore accessible? La réponse, c'est non. Toutefois, on suit les actualités pour vous parce que lors du dépôt du projet de loi C14, qui était le projet de loi dans lequel la subvention salariale a été demandée, ils avaient demandé et obtenu qu'une 4e période puisse être offerte sans repasser par tout le processus d'acceptation d'un projet de loi. Donc, c'est à suivre. Ils avaient gardé cette porte ouverte-là parce qu'ils ne savaient pas si tout reprendrait en juin ou un peu plus tard. Donc, c'était gardé une porte pour une période supplémentaire, donc qui débuterait, si elle pouvait débuter, si elle est acceptée, le 7 juin. Donc, c'est à suivre. On ne le sait pas encore. Si vos employés reviennent au boulot et que vous les formez, donc cette enveloppe-là là, pour le PACME diminue rapidement et que vous les envoyez en formation parce que vous manquez un petit peu de travail, donc vous en profitez pour faire de la formation, vous former, que ce soit en gestion ou autre, mais je pense que ça peut être intéressant d'en profiter. Et 100 % des heures où les employés seront physiquement en formation ou virtuellement en formation maintenant avec les mesures de distanciation sociale, bien, ils seront payés à 100 % de leur salaire jusqu'à hauteur de 25 $ de l'heure. Puis la subvention, la formation elle-même va être payée. Donc, ça peut être une mesure intéressante si on reportait parfois les formations pour nos employés. Maintenant, on a le temps. Question 9. Dans quelle mesure l'accès à la PCU affectera-t-il nos impôts 2020? Est-ce qu'il faut prévoir une imposition plus importante? Ce qu'il faut savoir ici, c'est que oui, la prestation, elle est imposable. Vous allez être imposé selon votre taux marginal, donc votre prochain dollar. Ça ne tient pas compte, par contre, que vous allez avoir droit aux déductions telles que les frais médicaux, personnes vivant seules, frais de scolarité, enfants en charge, frais de déménagement, des frais de garde et autres. Il y a beaucoup d'informations fausses qui circulent sur Facebook, dont un calcul où est-ce que la personne a calculé 2 000 $ de salaire et avec charges sociales, c'est-à-dire assurance-emploi, Régie des rentes du Québec, RQAP, ce ne sera pas le cas. Donc, tout simplement savoir qu'il va y avoir effectivement la portion impôt, mais pas les autres charges sociales. Pour vous donner une idée, si une personne gagnait 30 000 $ de salaire dans le reste de l'année, plus sa PCU de 8 000 $, son taux marginal, son prochain dollar serait de 27 %, mais son taux effectif pour le 38 000 serait de 17,52 %. C'est pas tant que ça. Donc, oui, il faut prévoir d'en mettre de côté. Je pense qu'on est en moment de crise. Je pense que ce n'était pas le temps de commencer à faire des retenues d'impôt quand les gens ont besoin d'un revenu. Et je ne crois pas, oui, il faut en mettre de côté. Oui, peut-être qu'on peut faire retenir plus d'impôts sur les prochaines payes, mais ça ne sera pas 50 % là, dans la très grande majorité des cas. Il ne faut pas avoir trop peur, mais oui, ça va être imposable. Cette question-là est très intéressante. Quel est le risque et impact de prendre les subventions salariales et le prêt sans intérêt de 40 000, même si on n'en a pas besoin? Je vais commencer par le prêt de 40 000. Les conditions pour le demander sont quand même simples, c'est-à-dire qu'on doit démontrer qu'on a payé entre 20 000 et 1,5 million de dollars en salaire en 2019. Et on doit rembourser le prêt dans un délai quelconque. On doit aussi ne pas être en retard
dans tous les arrangements de crédit qu'on a auprès de la banque principale avec laquelle on a affaire. J'ai un client, malheureusement, qui avait un petit retard sur une carte de crédit il y a quelques mois et qui s'est vu refuser la demande du prêt de 40 000. Une fois que ces conditions-là sont acquises, même qu'il y a eu un petit podcast intéressant quand même de Pierre McSween, même si tu n'en as pas besoin, même si dans ton compte, tu as 200 000 même si tu n'en as pas besoin pour payer tes frais d'opération, la vérité, c'est que tu as le droit de le demander. Maintenant, il y a des gens qui m'ont dit, ben, je ne sais pas si c'est moral. Effectivement, peut-être. Ça reste de notre côté personnel, mais c'est permis. Et Pierre-Yves McSween, lui, a dit, je le demande, mais le 10 000 de subvention, je vais le remettre à des organismes de bienfaisance. Donc, j'avais trouvé ça quand même un peu drôle. Mais donc, le 40 000, on peut le demander. Ça, c'est quand même un peu spécial. C'est sûr que quand on lit vraiment sur le site du gouvernement, ça dit c'est pour les petites entreprises en vue de les aider à payer leurs coûts de fonctionnement pendant une période où leurs revenus ont été réduits en raison des répercussions économiques de la COVID-19. Bon, donc ça suggère qu'on aurait une diminution de revenus. Ça suggère peut-être de façon très non précise que c'est pour payer des coûts de fonctionnement ou est-ce que les revenus ont été réduits. Donc, peut-être que ça pourrait suggérer qu'on aurait des problèmes de liquidité, mais c'est effectivement pas une des conditions. Une des conditions, parfois, par contre, c'est l'utilisation des fonds. Si vous déposez le 40 000, que vous sortez un dividende, effectivement, ça ne passera pas le test. Donc, c'est pour vous aider à payer les frais de fonctionnement, les assurances, impôts fonciers, le loyer et autres. Petite analogie peut-être, dans la foire aux questions de la PCU, quelqu'un demandait s'il devait absolument vider tous ses CELI, ses REER, ses fonds d'urgence avant de demander la PCU et la réponse était négative. Donc, on lui a dit non, si tu te qualifies à la PCU, tu peux la demander, même si tu as par ailleurs dans le fond, de l'argent de côté, donc des économies. On ne sait pas si la logique, on espère que la logique va être la même pour en fait, le 40 000. Pour ce qui est, excusez-moi, je vais revenir juste ici, pour ce qui est de la subvention salariale, bien, ça, les critères sont relativement précis. C'est des critères surtout de calcul, de diminution de revenus et autres, et d'employés, bien sûr. Donc, ces critères-là doivent être attestés à chaque période de demande de subvention. Alors, pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de zone grise et ça ne demande pas d'avoir besoin de liquidité ou autre. Marie-Christine, c'est Julie qui parle. Il te reste quelques minutes encore. Je pense qu'il te, je sais pas, il te reste 3 questions, je crois. Mais oui. Parfait. Donc, il te reste combien de temps? Quelques minutes. OK, parfait. Minutes. Merci. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous, quelques-uns d'entre vous avaient des entreprises saisonnières, par exemple aménagement paysager. Donc, les employés étaient au chômage en attendant la fonte des neiges pour pouvoir commencer à travailler. Et une des questions, c'est est-ce que les entreprises qui embauchent ces employés-là cette année vont avoir droit à la subvention? Et la réponse a été, bien, si ton revenu de cette année, donc mai par exemple, avril, mai, se qualifie, c'est-à-dire que tu as subi une baisse de revenus d'au moins 30 par rapport à l'année passée, tu vas te qualifier. Alors, c'est intéressant. Ça vous permet de vous qualifier quand même. Est-ce que tout le monde est à distance maintenant? On est amis avec Zoom. On fait tous nos meetings comme ça et les gens sont en télétravail. Est-ce que si je paie à mon employé des fournitures informatiques pour fournir le travail à distance, est-ce que c'est un avantage imposable? La première réponse était oui. C'est la réponse dans la loi de l'impôt. Par contre, vu le contexte particulier de la COVID, l'Agence du revenu du Canada a été disposée à accepter que le remboursement sur présentation des factures, ça c'est important, d'un montant qui n'excède pas 500 était considéré comme étant raisonnable dans le contexte actuel et permettrait de faire en sorte qu'il n'y aurait pas d'avantage imposable. Question 14. En fait, la question 14, je vais vous l'envoyer par courriel. C'était vraiment un résumé de toutes les mesures qui s'appliquaient. Conformité, attendez-vous en 2004 à avoir à produire beaucoup d'informations sur le feuillet T4.
Donc, dans le bas, dans la section renseignements, ils vont vous demander les dates de paiement pour bien sûr s'assurer que, éviter des demandes frauduleuses et s'assurer que les demandes de subvention étaient bien faites et que les employés n'ont pas bénéficié du PCU pendant qu'ils gagnaient plus de 1 000 $. Donc, c'est vraiment à des fins de contrôle. Voilà. Stratégie, salaire ou dividende. Cette année, ça fait dans le fond quelques années qu'on recommande, qu'on commence à recommander dans la plupart des cas une stratégie de salaire et ou salaire mixte dividende parce que le taux de dividende a augmenté suite aux diminutions du taux d'impôt des sociétés. Cette année, on a vu, puis c'est vraiment, on ne pouvait pas prévoir, mais même le 40 000 $ de prêt n'est pas accessible pour les gens qui ne se sont versés que des dividendes. Je pense que c'est quelque chose c'est une stratégie qui devrait être envisagée, là, de revoir votre stratégie salaire-dividende avec vos planificateurs financiers. Voilà. Et à la fin, j'ai une question sans réponse. On avait plusieurs entreprises qui atteignaient le 5 500 heures, donc pouvaient se qualifier à la DPE. Donc, par exemple, j'ai 3 employés, y compris moi, dans mon entreprise. On a 6 000 heures facturables, 2 000 chacun. Et là, bon, arrive le COVID et j'ai le quart de mes heures de l'année qui sont manquantes. Donc, les gens ne travaillent pas. Mon entreprise est vraiment arrêtée. Je ne respecterai pas le 5 500 heures. Est-ce que je vais quand même avoir droit à mon petit taux au Québec? Ça, c'est un point qu'on va demander d'être adressé parce que ce serait quand même dommage d'être pénalisé pour une situation qui est hors du contrôle et qui ne pouvait pas être prévue. Alors voilà, c'est une petite question. Quand on aura la réponse, on la fera connaître à vos 3 organisateurs. On vous remercie. Marie-Christine. Quoi? J'ai le devoir de t'interrompre. Ben, c'est par respect pour notre autre conférencière. J'avais terminé. Phew! C'est ça, on te laissait aller parce que c'était vraiment intéressant, mais on va passer à notre deuxième invité. Excellent. Et ça va te permettre de prendre une petite gorgée d'eau puis te reposer un peu. Merci. Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Sandy Lachapelle, je suis planificatrice financière. J'ai le bonheur de vous présenter Marie-Josée Robert, qui est une coach d'affaires que nous avons invitée aujourd'hui. Donc, Marie-Josée est elle-même dans le monde des affaires depuis 1997. Donc, en 1997, elle a créé sa première entreprise, une entreprise touristique aux Bahamas. Et puis, elle préside aussi depuis ce temps-là une entreprise d'éclairage industriel, donc au niveau international. Et elle détient un baccalauréat en administration des affaires. Donc, Marie-Josée fait beaucoup de conférences, de coaching, de formation auprès des chefs d'entreprise. Et je peux témoigner de ses aptitudes et du fait qu'elle est une coach d'affaires certifiée qui se démarque au point de vue du leadership, communication et de la performance. Donc, je travaille avec elle, puis je suis très heureuse qu'elle ait accepté de venir vous supporter aujourd'hui. Donc, Marie-Josée, merci d'être là, puis à toi la parole. Bien, merci de votre invitation pour ce dîner-conférence sur le thème de rebondir et saisir les opportunités. Fait que quand j'ai lu le titre, je me suis dit, regarde, je vais m'inspirer du titre pour vous présenter cette mini-conférence-là et je vais vous donner 3 distinctions pour justement pouvoir rebondir et saisir les opportunités. Puis, je trouvais intéressant le mot qui avait été choisi, rebondir, hein? Parce qu'on a l'impression qu'on peut rebondir, saisir les opportunités, mais on peut aussi rebondir puis faire du surplace. Hein? On pourrait rebondir puis pas être performant puis faire du surplace. On rebondit, mais on ne saisit pas les opportunités. Fait que je trouve que les deux sont intéressants. Ils doivent être jumelés ensemble pour être performants parce qu'on veut avancer, on veut faire un bond vers l'avant et on veut être performant. La première distinction que j'aimerais vous faire à propos de la performance, c'est que la performance, c'est à propos de faire mieux. Souvent, les gens vont associer la performance à propos de faire plus, mais la performance, c'est à propos de faire mieux. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner 3 distinctions pour pouvoir rebondir et saisir les opportunités et faire mieux. Puis mon intention aujourd'hui, c'est de faire une différence dans vos vies, qu'un mot, une phrase puisse faire une différence dans vos vies. Puis s'il y a des questions après, je pourrais répondre à la fin de la mini-conférence. Donc, le premier élément pour rebondir et saisir les opportunités, c'est d'être au moment présent. Vous ne pouvez pas saisir les opportunités si vous n'êtes pas au moment présent.
Si vous êtes soit dans votre passé ou soit dans votre futur, vous ne pouvez pas saisir les opportunités. Ils vont passer à côté de vous autres, vous ne les verrez pas. Des fois, une bonne façon de voir si vous êtes soit dans le passé, soit dans le futur. Si vous êtes dans le passé, c'est vous ramenez des histoires du passé au moment présent parce que vous pensez que ça va se reproduire encore et encore. Au lieu d'être présent que votre passé, c'est de l'apprentissage, point. Puis si vous êtes dans votre futur, bien, une façon de bien distinguer, c'est que vous faites des scénarios. Hein? Je ne sais pas si vous faites ça, vous autres, là, mais en tout cas, moi, je fais ça, puis je m'entraîne à revenir au moment présent quand je vois que je m'en vais là. Fait que si vous faites des scénarios, ramenez-vous au moment présent pour pouvoir saisir les opportunités. Puis c'est dans le moment présent que vous êtes dans votre plein potentiel et dans votre plein talent. Vous ne pouvez pas être là-dedans si vous êtes dans le passé et dans le futur. J'ai dit ça à un de mes clients exactement le matin. J'ai dit, Crème, tu veux te créer un futur puis tu ramènes tout le temps tes histoires du passé? Au moment présent, il n'y a rien de ça. Au moment présent, vous avez tout le potentiel et le talent de créer tout ce que vous voulez comme vous voulez. Puis c'est comme ça que vous pouvez saisir les opportunités. Puis moi, j'aime bien poser à mes clients, justement, hey, c'est quoi les opportunités que tu as saisies cette semaine? Ou ils vont me conter une panne, puis je vais leur dire, OK, comment tu pourrais transformer cette panne-là en opportunité? Pourquoi? Parce que je veux les maintenir au moment présent, dans leur potentiel, leur talent. Je ne suis jamais dans leur passé. Je veux qu'au moment présent, ils se créent un futur incroyable. Fait que c'est une belle distinction à vous ramener quand vous regardez si vous voulez rebondir et saisir les opportunités. Fait que numéro 1, on est au moment présent. Le numéro 2, bien, c'est de savoir où vous voulez vous en aller. Parce que vous ne pouvez pas rebondir et saisir les opportunités si vous ne savez pas ce que vous voulez. Puis en ce moment, je trouve que c'est un bon temps pour se déposer puis se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, dans mon entreprise, dans ma vie sociale, dans ma vie de couple? Puis présentement, pendant le COVID, j'ai un de mes clients qui m'a dit, tu sais, Marie, il dit, tu le sais, il dit, ma business, ça va super bien, puis tout ça. Bien, il dit, le COVID, ça m'a fait réaliser que mon couple puis ma famille, ça va un petit peu moins bien. Fait que j'ai dit, OK, c'est une belle opportunité. Tu as clarifié ça. Tu as clarifié que moi, c'était moins solide. Bien, c'est une belle opportunité de regarder au moment présent qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour optimiser ton entreprise puis pouvoir avoir l'équilibre dans ta vie. Fait que de te poser les questions où tu dois emmener ton entreprise plus loin pour pouvoir avoir plus de temps à consacrer ta famille. Dans son cas, à lui, c'était d'arrêter de micro-gérer, de faire confiance aux employés extraordinaires qu'il avait engagés, leur donner de la liberté et de prendre leur plein potentiel à chacun pour pouvoir amener l'entreprise à un autre niveau. Lui, c'est ça que ça lui a permis de distinguer. Fait que j'aimerais ça que vous vous posiez la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Dans toutes vos sphères. Si vous avez une entreprise, posez-vous la question dans votre entreprise. Puis si vous n'avez pas d'entreprise, posez-vous la question, c'est quoi que je veux? Parce que les opportunités, là, ils vont être présentes si vous savez où vous en allez. Parce que si vous ne savez pas où vous en allez, bien, vous ne les voyez pas, les opportunités. Ils sont là, mais vous ne les voyez pas, vous ne savez même pas ce que vous voulez. Puis, moi, je crois, en tout cas, sincèrement, bien, c'est prouvé, anyway, scientifiquement, pardon, je cherchais le mot, que votre cerveau, sa job, c'est de vous donner raison. Fait qu'un coup que vous avez clarifié ce que vous voulez, là, bien, lui, il va filtrer toutes les opportunités qui vont être en accord avec ce que vous voulez. Fait que c'est vraiment important de savoir ce que vous voulez pour pouvoir saisir les opportunités. Puis après ça, bien, une question puissante que je trouve, c'est qui vous allez être, justement, pour ressaisir ces opportunités-là. Qu'est-ce que vous allez en faire un coup que vous les avez découvertes, ces opportunités? Fait que je trouve que c'est un bon temps pour se déposer puis se poser cette question-là. Puis c'est un bon temps aussi pour regarder votre entreprise puis regarder. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le modèle d'affaires. Est-ce qu'en ce moment, mon modèle d'affaires est affecté? Parce que la plupart des entreprises ont été affectées. Marie-Christine en a parlé tantôt. Le COVID a créé des changements dans les entreprises. Puis c'est important de prendre ce temps-là pour vous déposer puis regarder votre modèle d'affaires puis regarder chacun de ces éléments-là puis de regarder où je dois optimiser, où je dois amener un élément de mon modèle d'affaires à un autre niveau. Par exemple, en ce moment, je vois beaucoup la relation client. Je parle beaucoup de ça avec mes clients. De dire, OK, où vous devez amener votre relation client à un autre niveau. Parce qu'n'oubliez pas comment vous traitez vos clients pendant le COVID, ils vont s'en souvenir après. Est-ce que vous êtes dans le manque ou vous êtes dans les opportunités? Moi, je trouve que c'est un bon temps pour regarder et dire, hey, c'est quoi? C'est une opportunité en ce moment à saisir et d'amener ma relation client à un autre niveau. Ou, c'est une belle opportunité de peut-être regarder la façon que je fais ça, les canaux que j'utilise pour communiquer avec mes clients. Regardez, en ce moment, on fait ça par Zoom. Peut-être que, je ne sais pas, les organisateurs n'auraient pas pensé de faire ça il y a 6 mois.
ils ont optimisé, puis ils ont dit « Hey, sais-tu quoi, on va emmener ça plus loin. » Puis moi, j'ai plein de mes clients qui ont dit « Hey, c'est une belle opportunité de faire ça par Zoom, on sauve le déplacement quand on va à ton bureau, puis tout ça. » Puis on dit « Hey, wow, prochaine fois, on va continuer par Zoom, c'est le fun, puis ça me permet de maximiser mon temps. » Fait que le deuxième élément pour vous donner de la puissance, puis rebondir, puis saisir les opportunités, c'est de savoir ce que vous voulez. Puis un troisième élément que j'adore, c'est l'état d'esprit. Vous ne pouvez pas rebondir puis saisir les opportunités si vous n'avez pas un bon état d'esprit. Puis un de mes coachs, il m'a donné un outil extraordinaire que j'adore m'entraîner pour avoir un bon état d'esprit. C'est le triangle émotionnel d'Anthony Robbins. Anthony Robbins, c'est un coach aux États-Unis. Puis lui, il dit que l'état d'esprit, ça repose sur 3 éléments. D'ailleurs, je l'ai envoyé à Cindy, elle pourra vous le faire parvenir, là, ce triangle-là. Et ça repose sur 3 éléments, avoir un bon état d'esprit. Ça repose premièrement sur la physiologie. Est-ce que vous avez une bonne physiologie? Si je vous parle en ce moment, là, puis je suis de même, là, vous allez dire « Hey, la coach, là, elle me semble qu'elle a de l'air fatiguée pas mal à matin. » Ouais, mais à midi, pardon. Mais vous devez avoir une bonne physiologie pour avoir un bon état d'esprit. T'sais. Moi, si je vois un matin que je me lève et j'ai une baisse d'énergie, bien moi, j'adore, je ne claquerai pas pour faire mal aux oreilles, mais j'adore me claquer des mains et me dire « OK, hey, Marie, ça va être une belle journée. Regarde ces beaux clients-là qui t'ont toutes fait confiance. C'est comme, wow, quelle belle opportunité. » Je transforme ma physiologie. Il y en a que ça peut être une marche, il y en a qui vont se claquer des doigts. Je sais que Sandy, elle aime beaucoup aller s'entraîner. Bien, c'est une bonne façon de transformer sa physiologie et de se donner de la puissance. L'important que vous compreniez, c'est que votre corps est directement relié à votre état d'esprit. Fait que, tu sais, donnez-vous des positions de puissance, faites attention à comment vous vous tenez, faites attention à votre physiologie, faites attention à votre corps, prenez le temps de vous reposer, prenez soin de vous. Ça va vous donner de la puissance dans votre état d'esprit. Fait que, premier élément, la physiologie. Le deuxième élément, c'est le focus. Où vous mettez votre attention? Vous voulez avoir un bon état d'esprit, vous devez mettre votre attention sur ce qui vous donne de la puissance. Est-ce qu'en ce moment, vous mettez votre attention sur le manque ou vous mettez votre attention sur l'abondance? Parce que l'abondance, il y en a toujours. Hein? Peu importe qu'on soit dans une période de crise, une période de changement, il y a toujours de l'abondance. Mais où vous allez mettre votre attention? T'sais, en ce moment, j'ai des clients qui vivent des périodes difficiles, puis ils mettent l'accent, je dis, OK, où tu vas mettre ton attention pour créer ce que tu veux dans ton entreprise? Vous devez être présent à ce que vous mettez votre attention, c'est ça qui grandit. Vous mettez votre attention sur le manque, c'est le manque qui grandit. Je vous le dis 2 fois, être sûr que vous le reteniez parce que ça, c'est vraiment important. Vous voulez donner de la puissance dans votre vie, mettez votre attention sur ce qui va vous donner de la puissance. Ensuite, le troisième, mon préféré, c'est le langage. Comment vous parlez? Puis quand je parle de langage, je dis, OK, ce qui sort de notre bouche, oui, notre communication externe, mais ce qui est important pour vous entraîner, c'est votre communication interne. Parce que c'est votre communication interne qui fait comment vous parlez. Les mots que vous utilisez. Moi, j'écoute mes clients, puis les mots qu'ils utilisent, je sais exactement où ils sont, par les mots qui sortent de leur bouche. Fait que je vous invite à vous poser, est-ce que vous avez la question, est-ce que vous avez un langage interne qui est puissant? Est-ce que vous vous posez des questions de victime ou vous posez des questions qui sont puissantes? Je vais vous donner un parfait exemple, des questions de pourquoi. Hein? Pourquoi, moi, toutes les subventions que Marie-Christine a parlé, pourquoi moi, je ne suis pas dans aucune de ces subventions-là? Aucune puissance. Ah, comment je pourrais créer de l'abondance autour de moi? Ah, quel outil je pourrais me servir pour aller créer de l'abondance pour mon entreprise? Pas mal plus puissant. Vous voulez avoir un bon état d'esprit, vous devez vous poser des questions puissantes. J'avais été voir une conférence aux États-Unis, c'était Nurka, une coach qui donnait ça, puis elle disait « La qualité de votre vie est égale à la qualité des questions que vous vous posez. » Je trouvais que c'était extrêmement puissant. La qualité de votre vie est égale à la qualité des questions que vous vous posez. Fait que posez-vous la question, qu'est-ce que vous vous mettez dans votre tête? Parce que vos pensées, c'est votre vie. Vous êtes responsable de vos pensées, vous êtes responsable de votre vie. Fait que vous pouvez transformer comment vous parlez à l'intérieur, vous allez transformer comment vous parlez à l'extérieur, vous allez transformer comment vous voyez les opportunités, puis vous allez rebondir puis saisir les opportunités. Tu sais, quand j'entends « tout va mal présentement », bien, tout, c'est un des démons de la communication, c'est de la généralisation, tout va mal. Non, tout va pas mal. Tu as certains points que tu dois mettre des choses en place. Fait que, qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Je suis toujours en retard. Qu'est-ce que je pourrais créer pour être en avance? Votre langage interne est extrêmement important pour avoir un bon état d'esprit. Fait qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est faire une différence dans vos vies et que vous vous entraîniez dans les prochaines semaines à
hein, à être au moment présent. À 2, à savoir où vous voulez vous en aller. Puis à 3, avoir un bon état d'esprit puis vous entraîner. Puis ce triangle-là, il fonctionne pour toutes les facettes de votre vie. Votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie sociale. Vous voulez vous donner de la puissance, bien, entraînez-vous avec ce triangle-là. Moi, en tout cas, je m'entraîne tous les jours. Mes clients s'entraînent avec ce triangle, ça leur donne de la puissance. Puis je terminerai en vous disant que pour accomplir tout ce que vous voulez dans votre vie, vous devez aussi avoir un bon entourage. Hein? Soyez présent. Qui vous entoure en ce moment? Vous voulez rebondir puis saisir les opportunités. Avez-vous des gens qui sont défaitistes ou vous êtes-vous toujours en train d'écouter les nouvelles en boucle et tout ça, puis vous ne donnez pas de puissance? Bien, assurez-vous que votre entourage autour de vous est puissant aussi. Ça va vous donner vraiment des bons outils pour rebondir puis saisir les opportunités. Fait qu'on s'entoure bien puis on s'entraîne dans ces 3 éléments-là, ça va vous donner de la puissance. Marie, moi, je suis ta coachée, alors je suis à l'aise avec le modèle d'affaires. Est-ce que tu pourrais préciser pour les gens peut-être qui ne font pas de coaching d'affaires, c'est quoi le modèle d'affaires, puis peut-être un petit peu plus expliquer ce point-là pour les clients? Oui. Merci, Sandy. Donc, le modèle d'affaires, ça tient sur une page. Dans le fond, le modèle d'affaires, je trouve ça extraordinaire parce que, tu sais, souvent, les gens vont faire des plans d'affaires pour avoir du financement, tout ça. Puis souvent, tu sais, le gros dossier, ils le mettent en dessous, ils le mettent dans un tiroir, puis ils s'en servent pas trop souvent. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué avec beaucoup d'entrepreneurs. Tandis que le modèle d'affaires, ce que j'aime, c'est que ça tient sur une page. Ça permet de regarder, est-ce que mon entreprise est rentable, puis est-ce que mon entreprise est performante? Dans le fond, le modèle d'affaires, c'est différents éléments. Donc, au centre, il y a la proposition de valeur. Vous devez réfléchir à, c'est quoi votre proposition de valeur? À quel besoin vous répondez? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Qu'est-ce qui fait que votre entreprise a de la valeur pour vos clients? Ensuite, vous devez regarder votre clientèle cible. À qui vous vous adressez? Puis ça doit être vraiment, là, tu sais, souvent les gens vont dire, ah oui, c'est tout le monde ma clientèle cible. Non, c'est pas tout le monde votre clientèle cible. Si c'est tout le monde, c'est personne votre clientèle cible. Vous devez amener ça plus loin. Moi, je vais jusqu'à l'amener jusqu'au persona. Je vais jusqu'à nommer chacun de mes segments de ma clientèle cible, leur donner un nom, leur donner ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, où ils vont. Plus ça va être puissant, ça, votre clientèle cible, puis plus vous allez vous donner de la puissance. Ensuite, le canal. Quel canal vous allez utiliser pour rejoindre cette clientèle cible-là? Puis, comme on a vu, hein, ça se transforme. Là, aujourd'hui, je suis persuadée que je pense que c'est Julie tantôt qui a dit que c'est la première fois que vous faisiez ça par Zoom. Bien, vous avez innové. Vous avez dit, regarde, on va utiliser un autre canal pour aller rejoindre nos clients. Ça, c'est extraordinaire. Puis ensuite, bien, on a la relation client dans le modèle d'affaires. C'est vraiment important que ça soit puissant. Comme en ce moment, là, faire le kilomètre de plus. Moi, j'aime beaucoup mettre le mot kilomètre de plus dans la relation client. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour créer une relation client? Pour que ça soit puissant, pour vous donner de la puissance à votre modèle d'affaires. Ensuite, les activités clés. Hein? C'est quoi vos activités clés dans votre entreprise? Ça doit être clair. Les ressources que vous avez dans votre entreprise, les ressources clés dans votre entreprise, est-ce qu'ils sont puissantes? Les partenaires clés, c'est qui les partenaires qui vous supportent à amener votre entreprise à un autre niveau? Puis ensuite, en bas, bien, la base du modèle d'affaires, la structure de revenus, la structure de coûts. Puis Dieu sait que présentement, on le voit, avec le COVID, il y en a qui avaient une structure de coûts et une structure de revenus qui n'était pas puissante. Il y en a, moi, j'ai vu des clients qui vont au-dessus de leurs moyens. Des clients qui faisaient des gros chiffres et qui n'avaient pas beaucoup de coussins pour les. J'ai été surprise. J'ai dit, Caroline, c'est des belles entreprises, mais structure de coûts, structure de revenus, c'était so-so. Fait que là, vous avez des planificateurs financiers qui sont là pour vous supporter. Vous avez une fiscaliste, Marie-Christine, qui est là. Bien, servez-vous-en pour optimiser cette partie-là de votre modèle d'affaires. Vous savez, quand j'ai dit que l'entourage est important, bien, l'entourage est important pour maximiser ce modèle d'affaires-là puis vous donner de la puissance. Moi, je dis, entourez-vous des meilleurs dans chaque domaine. Moi, quelqu'un qui dit qu'il est bon dans tout, je ne ferais pas à ça. Vous devez avoir des spécialistes pour vous supporter puis avoir une belle business. Puis si vous n'avez pas d'entreprise, une belle vie aussi. Hein? Fait que, est-ce que je ne voulais pas prendre trop de temps? Là, je sais que tu m'avais dit 1h30. Là, fait que je me suis dépêchée. Là, mais s'il y en a qui ont des questions, de toute façon, je vais être là après. Là, je vais pouvoir répondre par le chat. Puis vous pouvez m'appeler aussi, ça me fait plaisir. Un gros merci, Marie-Josée, pour cette présentation inspirante et très enrichissante là, pour les entrepreneurs en nous. Donc, je tiens également à remercier nos invités pour votre présence et on espère sincèrement que les conférencières vous auront outillé justement pour mieux rebondir et saisir les opportunités. Évidemment, on vous souhaite à tous plein de belles réussites et une attitude positive là, pour la suite des choses. Je pense que c'est important.
notre état d'esprit. Hein, Marie-Josée le disait tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à communiquer également avec votre conseiller pour aller justement plus loin dans votre réflexion stratégique. Vous êtes également invité à nous transmettre vos commentaires, vos appréciations sur le webinaire d'aujourd'hui par courriel et pourquoi pas aussi peut-être nous donner vos suggestions pour un webinaire futur. Ce serait également très apprécié. Donc, encore une fois, merci de votre participation en si grand nombre.